Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie, qui a accepté de partager avec nous son expérience personnelle. Julie a été victime d'agressions sexuelles lors d'une audition avec un réalisateur. Dans cet épisode, elle nous parle de son stress post-traumatique et de tous les symptômes qui en ont découlé, ainsi que de son parcours judiciaire qui a été particulièrement éprouvant. Malgré ces épreuves, Julie va mieux aujourd'hui. Elle a même lancé son propre podcast pour donner la parole à d'autres victimes de violences sexuelles, mettant en lumière leur vécu et leurs histoires. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast. Salut Romane, merci de m'accueillir sur ton podcast. Avec plaisir. Comment tu vas ? Écoute, je vais bien, malgré le contexte actuel où hier c'était les élections législatives et où on a eu des résultats qui étaient déprimants. Donc voilà. Donc je suis très contente de commencer la semaine avec toi et de témoigner encore contre les violences sexuelles. Oui, c'est vrai que c'est important de témoigner, tant qu'on peut encore finalement, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est clair, faut rien lâcher et faut s'exprimer et continuer de s'exprimer sans avoir peur. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Julie, pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi, s'il te plaît ? Oui, complètement. J'ai 33 ans. Ça me fait toujours bizarre de dire mon âge. Je pense pas que je vais parler de mon métier parce que je change constamment de métier, donc c'est pas forcément ce qui me caractérise. Enfin, ce qui me caractérise, c'est que je change souvent de métier. Voilà. Et sinon, je suis en couple avec ma compagne qui a un petit garçon, donc je suis belle-mère d'un enfant de 6 ans, et ça aussi c'est très passionnant. Voilà, et sinon je vis à Paris, mais je suis marseillaise. Euh, voilà, voilà ce que je peux dire. Pourquoi c'est important pour toi de témoigner au micro aujourd'hui ? C'est important pour plein de raisons. C'est important parce que moi j'ai un parcours judiciaire et qui s'est pas forcément tout le temps bien passé, et moi j'adore communiquer sur les choses que j'aurais dû faire, que j'aurais dû ne pas faire. Je pense que c'est important de communiquer aussi sur tous les symptômes et tout ce que ça implique d'avoir été agressé sexuellement, tous les changements dans la vie. Voilà, c'est des choses, je pense, dont on ne parle pas assez et qui sont invisibilisées. Et on nous dit souvent que pour être une bonne victime, il faut être en dépression, faut pleurer, faut être hystérique en fait. Et quand on est hystérique, en tout cas d'ailleurs, je précise juste que j'ai employé le mot hystérique alors que je le déteste, mais c'est pour faire entendre que les gens pensent ça dans leur tête en fait. Voilà. Mais du coup, il n'y a aucune bonne manière d'être une victime dans l'expression des symptômes, on va dire. Et voilà, donc je pense que c'est important de communiquer là-dessus et puis de continuer de parler et d'exprimer ce qui nous est arrivé, de montrer, comme on l'a dit au début du podcast, que c'est important, qu'il ne faut pas avoir peur, justement, et c'est grâce à des podcasts comme le tien, grâce aussi, à des gens parce qui que communiquent toi aussi t'as un sur... podcast. Oui. C'est vrai, oui, je voulais pas faire de la publicité camouflée, mais en effet, ouais, j'ai aussi un podcast comme le tien, mais c'est en ça que il faut continuer de faire des choses riches comme ça, de témoignages, et montrer qu'on est un bloc et qu'on n'a pas peur, et qu'il faut qu'on continue de s'exprimer, et c'est à force de s'exprimer et de montrer qu'on est de plus en plus nombreuses. On en a déjà parlé du fait que toi tu es plus d'une vingtaine de témoignages en un espace très réduit. Ça montre aussi, ça montre justement l'ampleur des dégâts en fait des violences sexuelles. Alors justement, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi, Julie ? Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été agressée sexuellement par un
un réalisateur, parce qu'à l'époque où j'ai été agressée, donc là pour le coup, si je me trompe pas d'âge, j'avais bien 28 ans. C'était en 2019, le 1er novembre. Et donc j'ai été agressée par un réalisateur qui réalisait des publicités sur les réseaux sociaux. Donc c'est un réalisateur que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé, parce qu'à l'époque je faisais du stand-up et je faisais aussi je participais à des courts-métrages en tant que comédienne, voilà. Donc ce mec-là, ça a été la première fois que je l'ai vu, en tout cas ça a été le premier cachet d'intermittence, voilà, on a fait un premier... un premier tournage où là ça s'est très bien passé avec toute une équipe de tournage, etc. Donc il m'a donné mon premier cachet d'intermittence, donc ça veut dire que pour la première fois j'ai été rémunérée pour jouer de la comédie. Et suite à ça, 2 mois plus tard, il m'a proposé de passer un casting pour jouer dans une de ses futures vidéos. Donc j'ai accepté. Et la date a son importance, le 1er novembre 2019, parce que 1er novembre, c'était un jour férié. Donc on a passé un casting dans des locaux complètement vides, lui et moi, tous les deux, voilà, dans une salle, enfermée. Voilà, donc... Contexte déjà un peu glauque en fait. Oui, voilà. Bah, en fait, le contexte, à vrai dire, là, ça peut faire peur, tel que je l'ai dit, mais moi, j'étais en confiance, parce que c'est justement, voilà, quelqu'un que je connaissais, avec qui ça s'était très bien passé. On avait un ami en commun, lui et moi. Donc voilà, il y avait vraiment un climat de confiance. Et en plus, les locaux dans lesquels s'est passé le casting, c'est les locaux dans lesquels j'avais déjà tourné la première vidéo avec lui. Donc voilà, j'étais dans un environnement connu, même si passer un casting c'est stressant, c'est exactement comme un entretien d'embauche où on est jugé, on est mis en compétition avec d'autres candidats, enfin voilà, c'est un contexte qui est stressant, mais voilà, j'avais en tout cas plus de chances de mon côté en étant à l'aise. Euh, voilà, et puis le casting commence, on va dire. Il me pose des questions, donc au début je crois que c'est des questions pour me mettre à l'aise. Donc il me demande, voilà, bon t'es Marseillaise, t'es venue sur Paris, ah bon, mais pourquoi? Donc il s'intéresse à ma vie. Donc moi je lui réponds, je me sens en confiance, et puis je me dis, Mais faussement en confiance finalement, c'est ça. exactement, et puis c'est ça, puis ça détend, tu vois, avant d'être mis en jugement, on va dire, voilà, je me suis dit, il essaye de me détendre. Et puis il me pose des questions sur ma compagne de l'époque, donc qu'il avait déjà entreaperçu à l'occasion de verres ensemble avec d'autres personnes. Enfin voilà, donc il me pose des questions, pour le moment très sobres. Et puis je commence à réciter le texte que j'avais appris. Et il me dit, ben non, en fait, t'as pas encore saisi la psychologie du personnage, donc je vais un petit peu changer le scénario. On va faire une improvisation et tu vas jouer cette même personne, sauf que, donc là il modifie complètement le scénario en me disant, là tu vas jouer une personne qui vient de se faire tromper par son petit ami, comme dans le scénario initial, sauf que au lieu de parler à un écran interposé et de parler à un homme du SAV, de l'objet connecté à qui tu étais en train de parler, tu vas parler à ton meilleur ami, donc c'est moi qui vais jouer ton meilleur ami, je viens te réconforter, et tu vas essayer de me séduire. Voilà, donc il me dit ça, et moi je me dis, ok, bon, de toute façon, il sait ce qu'il fait, c'est un réalisateur, et puis j'avais l'habitude d'impro, tu vois, je me suis dit, ça ne m'a pas choqué sur le moment. Et donc l'improvisation commence, et là, il est beaucoup trop entreprenant, il commence à me poser des questions, pour le coup, sur ma vie sexuelle, euh, donc des questions extrêmement intimes. Il m'assoit sur ses genoux. Voilà, il se passe tout un tas de contacts physiques qui sont pas de mon initiative. Et moi, je me dis à ce moment-là, donc pour moi, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle la dissociation. C'est que mon esprit se coupe en deux. Donc il y a une partie de mon cerveau qui se dit, ok, c'est vraiment pas normal ce qui est en train de se passer. Tu es en train de vivre quelque chose de sans doute grave,
tu devrais pas te laisser faire, c'est trop bizarre. Et puis il y a une autre partie de mon cerveau qui continue de jouer, qui continue de lui répondre, comme si de rien n'était en fait. Exactement, il y a cette partie-là qui tire la sonnette d'alarme en mode voilà, panique à bord quoi. Mais voilà, c'est une partie de mon cerveau qui malheureusement est un peu sourde, que j'entends pas vraiment. Enfin, voilà, donc voilà, il y a tout un contexte qui est fait pour que je sois agressée finalement, et que je sois en état de sidération, en état de choc, et que je puisse pas réagir. En fait, il fait une improvisation où à chaque fois, il rentre dans la salle, il se passe tout ce qui se passe, et puis au fur et à mesure, donc après il ressort, et puis il me dit bon bah on va recommencer, et il frappe à la porte, et puis tout recommence, voilà, on recommence la situation. Et puis bon ben voilà, pour rentrer. Ah, ça dure dans le temps, il y avait une horloge qui était dans mon champ de vision. Je ne cessais de regarder cette horloge en me disant que c'était terriblement long, et en me raccrochant à ça, en me disant de toute façon à un moment donné je vais partir. Voilà. Je- J'avais un rapport au temps où j'avais hâte que le temps passe, parce que je savais qu'à un moment donné j'allais m'échapper de là. Et enfin voilà, pour entrer plus ou moins dans les détails, il m'a touché la poitrine, il a touché mon sexe à travers mes vêtements, il m'a embrassé sur la bouche à 2 reprises, enfin voilà. Il y a eu tous ces trucs-là où j'ai tenté malgré moi de me défendre, entre guillemets, où bon, ben, dans ces moments-là, je lui prenais les mains et puis je lui rassemblais les mains, ses mains à lui l'une sur l'autre, enfin voilà, j'ai tenté des choses en pensant que ça allait me sauver et en pensant qu'il allait arrêter, mais bon, bah, malheureusement, il n'a pas arrêté. Et un point aussi sur lequel j'aime bien insister, c'est que donc moi je suis lesbienne, et il le savait, et il y avait vraiment pour moi un caractère lesbophobe dans cette agression, dans le sens où les lesbiennes sont sans cesse fantasmées, hyper sexualisées. Voilà, c'est dans le mot lesbienne, il est dans le top 3 des recherches sur Pornhub par exemple. Et bon, on sait très bien que ce ne sont pas des lesbiennes qui vont sur Pornhub taper ce mot quoi. Voilà. Euh, mais voilà, en tout cas, il m'a posé plein de questions sur ma sexualité en tant que lesbienne, en me disant, mais alors, tu fais quoi avec ta copine? Quel genre de film porno tu regardes? Et en plus, à chaque fois qu'il me posait ces questions-là, donc est-ce que tu te masturbes toute seule ou avec ta copine? Enfin voilà, des trucs comme ça. Je lui parlais de sa femme, parce que moi je savais qu'il était marié. Et donc je lui disais, mais écoute, ces questions-là, tu sais, tu devrais les poser à ta femme, en espérant que ça me sauve. Et puis à chaque fois, il me disait, mais non, mais attends, Julie, reste concentrée. Dans l'improvisation, j'ai pas de femme. Parce qu'à ce moment-là, moi, dans ma tête, je me dis, mais espèce d'enfoiré, moi, dans l'improvisation, je suis pas lesbienne. Voilà, mais bon, évidemment, je suis pas capable de verbaliser ça à ce moment-là. Et en tout cas, à la fin de cette heure et demie, c'est 2 heures, parce que ça a duré. Je suis restée 2 heures dans la salle, et l'improvisation en elle-même a duré à peu près 1 heure et demie. Donc suite à ça, il était content de lui. Il me dit bon je vais te filmer maintenant avec le texte initial que tu as appris. Donc une nana qui parle à un objet connecté et qui se retrouve en lien sur un écran avec le SAV de cet objet connecté. Donc aucun rapport finalement avec l'autre scénario. Euh, donc il me filme à 2 reprises, et puis on se fait la bise et je m'en vais. Donc il y avait vraiment ce truc-là au moment où je m'en vais, je suis encore en état de choc au point de lui faire la bise comme si de rien n'était. Et je rentre chez moi, un peu dans un état de choc encore, hein. Le trajet a été un peu... voilà, mon esprit était encore en dissociation. Et puis j'arrive chez moi, je déballe tout à mon ex-compagne, qui me demande tout de suite alors comment ça s'est passé. Et je lui dis, écoute, ça s'est bien passé, mais je pense que Karl, il a abusé. Voilà, il s'est servi de son casting pour en profiter, pour me peloter. Voilà, j'étais un peu en mode, oh c'est vraiment nul hein, ce qu'il a fait, c'est pas gentil. Oui, toi, Voilà, à ce moment-là, en fait, tu réalises pas du tout et tu poses pas les mots. exact, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Je pose pas du tout les mots agression sexuelle sur le tapis. En tout cas, ce soir-là, voilà, j'ai tout déballé à mon ex, où je lui raconte tout ce qui s'est passé.
et comment je le vis sur le moment. Elle a tout de suite compris que c'était quelque chose qui m'avait vraiment éprouvée. Et dans les jours qui suivent, donc il s'en est suivi, ça c'était un vendredi, donc il s'en est suivi tout un week-end où j'ai eu des échanges avec mon agresseur par texto, où il me dit «Oh bah tiens, regarde le lien de cette vidéo, ça va t'aider à trouver le personnage. Oh bah tiens», donc il m'envoie plein de liens de vidéos à regarder pour que je puisse améliorer le personnage. Et puis moi je lui dis tout de suite «Bah écoute, ce qui s'est passé hier, faut que je te le dise, ça m'a mise très mal à l'aise à certains moments». Et là il réagit en disant «Oh mon Dieu, je suis désolée, euh, je savais que j'étais allée trop loin, je me suis laissée emporter». Du coup, le type se dit j'ai Ouais, peut-être merdé. ben il avoue finalement. C'est ça. Donc il me dit des mots comme ça. Je me suis laissée emporter, c'était pas professionnel. Est-ce que tu l'as dit à Oscar, notre ami en commun? Parce que là, j'ai complètement trahi sa confiance. Ben, voilà. Il emploie des mots où sur le coup, je me dis, ok, c'est ce que je me dis, et je me dis, c'était pas dans ma tête. Voilà. Déjà, je me dis ça. Et finalement, il me dit que j'ai eu le rôle, voilà, le lundi. Et là, je lui dis, ok, je crois que par rapport à ce qui s'est passé, c'est trop pour moi et j'ai pas envie de jouer dans cette vidéo. Donc ça, c'est les échanges que j'ai eus tout de suite. Et puis donc suite à ce week-end que j'ai passé un petit peu dans le flou, la tête dans les nuages, voilà, un peu comme dans du coton, tu vois, j'étais un peu embrumée. Le lundi matin, j'arrive en cours de théâtre. On prend un petit déjeuner avec trois de mes collègues. Et là, je leur dis bon, écoutez, il faut que je vous dise un truc qui m'est arrivé vendredi. Et je le dis vraiment pour vous, pour que vous fassiez attention. C'est pas cool ce qui est arrivé. J'ai pas envie que ça vous arrive. Enfin voilà, je fais un peu la meuf en mode je fais de la prévention. Et justement, au moment où je le verbalise, je leur dis exactement ce terme. Je leur dis bah, je crois que j'ai vécu mon premier MeToo. Et là, au moment où je dis ça, et ma gorge se serre, j'ai le souffle coupé, ouais, j'ai les larmes qui me montent aux yeux alors que je pleure jamais devant personne. Et là, je me dis, ok, c'est très grave en fait ce qui s'est passé. Et voilà. Et les semaines qui ont suivi, voire les mois qui ont suivi, bah, j'ai eu tout ce qu'on appelle bah, le syndrome de stress post-traumatique. Donc ça s'est mis en place d'un coup. J'ai eu ce qui m'a le plus handicapé, on va dire, enfin tout était handicapant, on va dire, mais, mais en soi, ce qui est vraiment très pénible à gérer, et qui est toujours un peu présent aujourd'hui, c'est l'hypervigilance. Donc c'est toute cette hypersensibilité au bruit, un rien me faisait sursauter, une portière de voiture qui claque, les bruits de porte du métro, quelqu'un qui rit trop fort, des applaudissements. Alors pour quelqu'un qui fait de la scène et qui fait du stand-up, ben, je peux te dire que les applaudissements, t'en entends souvent et c'est vraiment pas cool. Et donc il y a eu voilà ce truc-là d'hypervigilance, un poids sur la poitrine qui venait m'empêcher de respirer au moment du coucher. Ça, c'était euh, Ça, c'était horrible aussi. Voilà, j'avais du mal à m'endormir à cause de ça. Et en même temps, bah, je faisais des siestes, voilà, pendant le jour, qui étaient à rallonge aussi. Donc voilà, il y avait un peu cette ambivalence entre insomnie et hypersomnie. Donc voilà, bah, c'est un trouble du sommeil, quoi, en gros. Et puis voilà, sinon, bah, j'ai commencé à me gratter le crâne aussi. Donc, je sais pas si tu connais le terme de la dermatillomanie. Bah voilà, bah c'est clairement ça. Bon, j'avais déjà un peu ça de toute façon depuis mon enfance, c'est-à-dire que je me suis toujours rongé la peau des doigts. Voilà, je suis toujours en train de m'enlever les boutons sur le visage, mais gratter le crâne, c'est vraiment quelque chose qui est apparu du jour au lendemain suite à l'agression. Et ça n'a jamais cessé, je continue toujours aujourd'hui. Ouais, ça c'est un truc que je n'arrive pas encore à arrêter, même si j'ai essayé de travailler dessus. Euh, et puis j'ai eu aussi pendant quelques mois bah, le dégoût total de mon corps, en particulier ma poitrine, parce que c'est la partie de mon corps qu'il a le plus touché, qu'il a regardé, il a soulevé mon chemisier, donc au moment où il faisait ça, moi je regardais ma poitrine à ce moment-là, et voilà, à chaque fois que j'allais me laver, que je me baissais pour regarder ma poitrine dans ma douche, bah, y a tout qui remontait en fait, et j'essayais de... Donc ouais, ça a été très compliqué cette gestion-là du dégoût de mon corps. Et il y a eu quelque chose aussi qui s'est passé qui a été chronique, c'est de la constipation. Pour entrer dans les détails glamour, j'ai été constipée
Alors c'est arrivé peut-être 1 an après l'agression, mais un peu à une date anniversaire, tu vois, c'est arrivé au mois de novembre, 1 an après. Et j'ai été constipée jusqu'à ce qu'il y ait une audience qui me libère, on va dire, mais voilà. Enfin, je veux pas faire de trop gros bonds dans le temps pour qu'il y ait, comment dire, une logique chronologique, mais ben, en tout cas, oui, ça permet. Enfin, je savais déjà que le corps exprimait les mots, le pluriel de mal, mais voilà. En tout cas, exprimer le mal-être, voilà. Mais ouais, j'avais déjà conscience de ça, mais le vivre à cette intensité, et c'est un truc de dingue, quoi. Et bref, en tout cas, tout ça pour dire que il y a eu tout un tas de conséquences physiques et sanitaires, médicales, sur mon corps. J'ai développé aussi, ça j'oublie de le dire souvent, mais le, c'est le RGO, ça veut dire reflux gastrique œsophagien. Voilà, donc t'as des troubles, des brûlures d'estomac et des remontées gastriques, à tel point que des fois ça m'empêchait de parler tellement j'avais mal à l'œsophage. Et ça aussi, c'est un trouble que j'ai développé suite à ça, quoi. Et là encore, tu vois, il y a un truc de l'ordre de la parole. Tu vois, ça me faisait mal à la gorge. Enfin, voilà. Donc on minimise tout le temps, et c'est encore une science qui est méconnue, comment dire, la somatisation. La somatisation, c'est ton cerveau qui te fait avoir des maladies réelles, en fait. Enfin, voilà, j'ai pris des médicaments pour ces problèmes physiques-là, qui ont été annués par les médicaments, mais qui sont venus d'un problème anxiogène et émotionnel. Et bah tu vois, ça me fait penser à certains films ou certaines lectures du début du XXe siècle sur l'hystérie, avec toutes ces femmes-là qui avaient des troubles qu'on n'arrivait pas à expliquer finalement, parce que c'est exactement ça. Bah, certainement qu'elles ont vécu des violences sexuelles ou pas, mais bon, très certainement sexuelles, et qui exprimaient leurs mots à travers des douleurs physiques, et forcément, quand tu n'es pas cru, quand tes douleurs sont niées, bah oui, t'as envie de hurler sur tous les toits, et t'as envie de crier et de t'en prendre au médecin, et forcément, après, bah, ces pauvres femmes-là, elles étaient enfermées dans des hôpitaux psychiatriques pour hystérie, quoi. Donc voilà, en tout cas, pour tout ce qui est de l'ordre des symptômes, et d'où l'importance bah justement, d'en parler, de se faire suivre. Moi, quelques jours plus tard, j'ai appelé la ligne d'écoute SOS Homophobie, parce que bah, je connaissais, parce que j'avais été bénévole par le passé dans cette association, donc je savais qu'ils avaient une ligne d'écoute. Donc voilà, j'avais besoin d'en parler à bah, une autre personne que ma compagne, à qui je voulais pas faire porter tout ce fardeau-là. Donc j'ai appelé la ligne d'écoute. Voilà, donc c'est des personnes qui reçoivent notre parole et qui sont formées sur la réception de la parole. Donc à aucun moment ta parole elle est niée, à aucun moment on te culpabilise, on te demande pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. Enfin voilà. Donc je recommande vraiment les lignes d'écoute. Bon, moi c'était en l'occurrence SOS Homophobie, mais il en existe plein d'autres. Donc voilà, dans les moments de détresse comme ça, c'est vraiment une vraie béquille. Où ces personnes-là, après, même peuvent te rediriger vers d'autres associations plus compétentes ou pas. Enfin voilà, ça peut donner lieu à un vrai accompagnement. Et moi, ça m'a permis de trouver aussi la force d'aller porter une main courante, parce qu'à l'époque, on pouvait aller porter une main courante pour des faits d'agression sexuelle. Maintenant, ce sont des faits qui sont trop graves pour donner lieu à une main courante. On passe tout de suite au stade de la plainte. Mais c'est assez récent. Et, et bon, on pourrait en débattre, hein, mais voilà. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de faire une première étape main courante. Donc la main courante, ça ne donne pas lieu à une enquête, c'est juste pour figer les faits de façon administrative. Et moi, à l'époque, je n'avais pas envie que mon agresseur soit au courant que j'avais fait ça. Parce que bah, j'avais honte, j'avais peur, je voulais pas que lui, ça fasse merder sa vie. C'est un peu une double Voilà. culpabilité pour les J'étais un victimes, en peu... fait, porter le poids de la responsabilité de l'accusation Bah aussi, oui. hein. Ouais. Bah moi, j'étais encore un peu dans le... Si ça se trouve, j'affabule. Je fais tout un foin pour si peu de choses. Voilà, j'étais un peu là-dedans, et en tout cas, ben, j'ai donc déposé cette main courante où bon, ben, j'ai été bien accueillie, faut le dire, par un policier qui m'a gardé 2 heures, qui était compatissant, qui a été gentil.
Mais en tout cas, voilà, ça s'est bien passé. Et puis, suite à ça, il m'a donné un petit prospectus avec la psychologue, enfin le numéro de la psychologue du commissariat que j'ai contacté. Mais le lendemain, quand même, ça aussi j'aime bien le préciser, c'est que le lendemain matin de mon dépôt de main courante, je reçois un téléphone en numéro privé, et c'était le commissariat dans lequel j'avais déposé ma main courante. Et c'est une policière qui m'appelle et qui me dit: écoutez, Madame Dussert, là, vous avez déposé une main courante pour agression sexuelle, et je voudrais savoir si mon collègue vous a bien évoqué tous vos droits, comme quoi vous avez le droit de porter plainte pour des faits comme ça. Alors je dis oui, oui, il m'a tout bien expliqué. Et donc elle insiste en me disant, mais nous, on a cette main courante entre les mains, on n'a qu'une envie, c'est de mener une enquête et de coincer ce mec-là. Sauf qu'on peut pas parce que c'est qu'une main courante. Donc voilà, je sais que c'est difficile, mais je vous laisse ces infos-là entre les mains. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais sachez que... Donc elle t'incite à porter Ouais, plainte en fait. elle m'a carrément incité à porter plainte. Et là, moi, dans ma tête, bah, déjà que j'ai eu un bon accueil la veille, mais tout prend son sens. Je me dis, punaise, pour que une nana du commissariat me rappelle, c'est que c'est vraiment des faits graves, en fait. Là, tu prends conscience en fait. C'est ça, c'est ça, exactement. Ça me fait prendre conscience de l'ampleur de ce qui m'est arrivé. C'est pas juste, entre guillemets, une petite agression de rien du tout. C'est une agression sexuelle. Voilà. C'est pénalement répréhensible, ça vaut le coup de mener une enquête policière. Enfin voilà, il y a tout ça qui se met en place dans ma tête. Et donc j'ai pris rendez-vous avec la psychologue du commissariat, qui était absolument géniale, qui m'a accompagnée pendant des mois. On a travaillé sur l'hypervigilance surtout, parce que c'est ça qui me causait le plus de tort. L'hypervigilance, le dégoût de mon corps, le dégoût de moi-même. Voilà, tout ça, on a fait un gros travail. Donc c'était absolument génial. Et ça m'a aidé à prendre conscience aussi que j'avais la peur au ventre que ce mec-là recommence, en fait. Je me suis dit, mais j'ai aussi une responsabilité finalement. J'avais peur pour d'autres potentielles victimes, et aussi, pourquoi pas, pour d'autres victimes qui avaient déjà porté plainte. Bon, ça je le savais pas et ça n'était pas le cas finalement, je suis la seule personne à avoir porté plainte contre lui, mais voilà, il y a tout ça dans ma tête qui s'est mis en place et où voilà, c'est devenu une obsession de me dire, si ça se trouve aujourd'hui, il fait passer un podcast. Ça c'est un lapsus, un casting. Non, c'est nous les podcasts et en plus on C'est les nous fait de et c'est façon agréable. bienveillante. Voilà. Oui. Euh, ouais, je me disais, mais à tout moment, il fait passer un casting, et à tout moment, une femme vit la même chose que moi, ce que j'ai vécu. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée porter plainte. Là encore, c'était pas le même officier, mais dans le même commissariat, et ça s'est super bien passé. Et après, s'en est suivi tout un parcours judiciaire semé d'embûches et qui est, comment dire, éprouvant. Enfin, voilà, c'est tout aussi éprouvant finalement que parce que ça ravive des souvenirs, parce que t'es confronté à ton agresseur, parce que t'es confronté à des mensonges, parce que ta parole est remise en question sans arrêt. Et le parcours judiciaire, il peut être aussi hyper violent parce qu'en fait, ils peuvent te parler comme ils parlent à l'agresseur Ouais, en fait. C'est terrible. exactement. Ouais, c'est ça. Ah oui, moi, et c'est en ça, tu vois, où je veux témoigner aussi, pour répondre à une de tes premières questions, c'est que le parcours judiciaire, euh, avant de l'entamer, il faut vraiment avoir conscience de tout ce que ça implique. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, hein. Il y a des personnes qui portent plainte et c'est très bien, et des personnes qui ne portent pas plainte et c'est bien aussi. Voilà, faut se respecter en fait. C'est vraiment pour moi le mot d'ordre dans ces moments-là. Et se respecter, c'est aussi savoir que euh, ben, ta parole va être constamment remise en doute, et être prête à entendre ça, et à savoir que ça va te faire du mal. Parce que forcément, voilà. T'as beau être préparé, ça te fait quand même du mal. Enfin, moi du coup, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, notre échange va durer 3 heures et demie. mais, mais en tout cas, voilà, j'ai eu une des premières étapes de l'enquête, ça a été la confrontation avec mon agresseur.
Donc la confrontation, même si on ne se parle pas, lui et moi, directement, je suis confrontée à sa version des faits. Et sa version des faits, c'est une série de mensonges à mon égard. C'est des mensonges qui disent que c'est moi qui lui ai parlé de sexualité, c'est moi qui me suis assise sur ses genoux, c'est moi qui lui ai montré mes seins en disant « Tiens, regarde, j'ai des gros seins, touche !» Tout est Voilà. fait pour te décrédibiliser, Donc, en fait, alors que le type a littéralement avoué ouais, dans les précédents échanges que tu as eus avec lui. Enfin, c'est horrible. exact. Bah oui, c'est ça. Et sachant que justement, les échanges dont tu parles, c'était des échanges par Messenger, donc des échanges écrits, que la police a saisis. Oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé tout à l'heure que c'était par message, mais c'était des messages écrits. Donc la police a saisi tous ces messages-là, donc il y a une preuve en soi. Et en parlant de preuves écrites, il y a aussi des messages de sa femme, quand elle a su qu'il a été mis en garde à vue pour ces faits-là. Elle lui a dit, bon ben voilà, t'as encore recommencé, tu utilises les femmes comme des objets, tu te sers de tes castings pour assouvir tes fantasmes sexuels. Ah ouais, Bon, voilà. recommencer. Donc on a déjà Donc une des... petite idée de la personne que c'est, en fait. Enfin, Exactement. Et bon, bah, ça donne en effet une idée du personnage, et c'est des faits qui sont incriminants à charge contre lui. Donc j'entends quand même ça pendant que l'enquêtrice lit les témoignages, j'entends tout ça et je me dis, bon, voilà, c'est des moments éprouvants, il y a une enquête, mais il y a quand même des éléments qui semblent être de mon côté. Et, euh, et donc à ce moment-là, sans rentrer dans les détails, mais donc l'enquêtrice énonce les deux versions. Ensuite, c'est à moi de réagir, ensuite à lui, et puis à son avocate, parce que lui avait une avocate. Moi, la police m'avait dit que c'était pas nécessaire. Chose à ne pas faire. Je recommande vivement aux personnes qui ont une confrontation d'avoir un avocat, une avocate, parce que qu'il faut quelqu'un en appui en fait à ce moment-là, parce que on est dans un état de choc. Là aussi, hein, j'étais dans un état de dissociation plus ou moins lors de la confrontation. Donc, et d'autant plus que son avocate était une très bonne avocate, malheureusement. C'est-à-dire que tout au long de l'entretien, quand c'est moi qui parlais, elle me regardait avec beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance. Et puis quand elle a commencé à me poser des questions, elle m'a dit « Mais du coup, si je comprends bien, vous étiez bénévole à SOS Homophobie ?» Parce que j'en avais parlé dans l'entretien, je sais plus pourquoi. Et elle me dit, mais c'est super d'avoir fait ça, franchement, c'est louable comme cause. En plus, vous faisiez des interventions en milieu scolaire, donc c'est super, c'est vraiment aller au cœur du sujet. Euh, voilà, donc elle me dit ça, et elle me dit, mais du coup, comment c'est possible que quelqu'un qui va parler de consentement à des enfants puisse laisser une situation comme ça se mettre en place? Excusez-moi, mais comment c'est possible? Voilà. infantilisation et inversion de la culpabilité, du coup, c'est ta faute. Pourquoi t'as pas vu? Exactement. Et toutes les militantes féministes ne se font jamais agresser. Ça, c'est bien connu. Genre, t'es pas une superwoman du viol, en fait, quoi. Donc, ouais, elle m'a sorti des trucs comme ça, et puis ça a été un peu le leitmotiv tout au long de la procédure. C'était que j'étais une militante féministe qui voulait porter plainte contre le premier venu par militantisme. Voilà. Mais heureusement, j'étais dans un état un peu quand même en mode combat de boxe, tu vois. Donc je me suis pas trop laissée démonter, je l'ai regardé en lui disant que ça n'avait aucun rapport, enfin je me suis bien défendue malgré tout, même si je suis sortie de là, j'étais lessivée, hein. Pour moi, c'était vraiment un combat de boxe dans lequel je suis ressortie KO en fait. Mais on dit Je... souvent qu'en parler, c'est revivre, Ouais, en fait. Donc ça fait tout réémerger. ouais, Et en plus de ça, là, tu avais quand même deux personnes qui essaient de te déstabiliser et de te faire revenir sur ta ouais, version, en fait. Donc, exact. Exactement. Parce que, bon, après, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est allé relativement vite, dans le sens où j'ai porté plainte fin février, j'ai eu la confrontation début mars, voilà, c'est allé très vite, donc ça m'a permis un peu comment dire, de fractionner tout ça dans le temps, et puis après, bon, il y a eu le confinement, parce que c'était en 2020, donc moi ça m'a beaucoup aidé le confinement en termes de psychologie, parce que ce qui se passait dans le monde était tellement un truc de dingue que ça a complètement pris le dessus sur moi et ma petite histoire. Donc je me suis vraiment sentie portée par l'actualité. J'étais vraiment, comment dire,
alerte de tout ce qui pouvait se passer dans le monde. Voilà. Donc j'ai écouté plein de podcasts. Voilà, je me suis un peu réfugiée dans autre chose que moi et mon histoire. Voilà, et puis on n'avait que ça à faire de nos journées, donc lire et écouter des podcasts, ouais. Et ouais, en tout cas, après le confinement, tout est allé vite aussi, dans le sens où mon ex-compagne a été interrogée juste après la fin du confinement, pour toujours amener des nouveaux éléments à l'enquête. Et puis, j'ai eu une convocation au tribunal en juillet. Et donc en juillet, je suis complètement démunie parce que je ne savais pas que ça irait si vite. Et je n'ai pas d'avocat, je n'ai pas d'avocate, je suis pas du tout accompagnée. Et finalement, en parlant à mes parents, ils me disent qu'une amie à eux connaît une collègue de travail qui aurait un avocat, mais qui n'est absolument pas spécialisé dans le droit des femmes. Et pas du tout spécialisé dans le droit pénal et les agressions sexuelles, etc. Mais bon, c'est la seule option que j'ai à ce moment-là. J'ai peur, j'ai l'impression que je suis à court de temps, donc j'accepte de me faire suivre par cette personne. Et en fait, c'était une très mauvaise idée. Donc je recommande aussi à toutes les personnes victimes, si vous voulez trouver une avocate, un avocat spécialisé et que vous n'avez pas les moyens, faites appel à des associations qui pourront vous aiguiller, qui pourront vous donner justement des coordonnées de personnes qui sont comment dire, à même de vous accompagner et qui sont en place sur ce sujet-là et qui connaissent les droits et qui connaissent les procédures et qui connaissent les... Ben oui, il faut quelqu'un d'hyper quali sur le sujet, malheureusement, enfin heureusement en fait, mais parce que sinon après, la personne peut très mal te défendre, quoi. Enfin, C'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que déjà j'avais beaucoup de mal à joindre cette personne-là, donc lui, à chaque fois que je l'avais au téléphone, il me disait «Oh, mais vous savez, il y a les textos de sa femme, il y a les captures d'écran de vos échanges, c'est des semi-aveux, donc moi je me fais pas de soucis pour vous, c'est sûr, il va prendre cher, nanani, excès de nanana». confiance là. Beaucoup trop confiant. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a même pas monté de dossier, on n'a même pas monté, si ce n'est moi, les attestations des psychologues qui me suivaient à l'époque, j'avais rien en fait. Alors que, et là encore, sans rentrer dans les détails, en fait, il y a eu plein de reports aux différentes audiences. C'est-à-dire que l'audience, moi j'ai reçu cette lettre-là en juillet et je devais être convoquée pour le mois de septembre. J'arrive à l'audience, finalement elle est reportée parce que sa femme, elle a un papa qui est malade dans un autre pays, finalement elle doit aller lui rendre visite. Et donc il n'y a que lui pour garder les gosses, et donc c'est tellement un bon père de famille qu'il ne peut pas se rendre à l'audience. Voilà. Et puis finalement c'est reporté un an après. Mais en tout cas, oui, tout ça pour dire qu'il y a il y a eu donc ce report un an après de l'audience. Et là encore, c'est se replonger pendant un an, se forcer à mettre ça de côté pendant un an, alors que clairement, tu y penses tous les jours. Et tu n'attends qu'une chose, c'est cette audience-là. Ça fait partie des objectifs de ta vie finalement. Que j'arrive à cette audience-là un an après, en septembre, et là encore. C'est tellement long. Mais c'est ça, c'est terrible. Puis c'est difficile parce que pendant un an, tu restes bloqué aussi dessus. Tu peux Ouais, pas c'est vraiment clair. avancer puisque tu sais que tu vas être reconfronté un an après. Enfin, waouh. C'est clair. Exactement. Et il y a constamment, en tout cas, des événements qui te ramènent à ça, des trucs où tu te dis «Ah, mais oui, mais ça aussi, ah, mais oui». Donc voilà, c'est un truc un peu comme euh, un peu une douleur sourde qui est dans ton cerveau et qui ne cesse de ruminer, en fait. Et un an après, de nouveau, là, il change d'avocat et son avocat se blesse pendant l'été, de nouveau un report. Et donc toi, t'es là, mais cette histoire ne finira jamais. Et donc là, c'est reporté au mois de mars suivant. Donc on arrive en mars 2022, et là, en mars 2022, a lieu la fameuse audience, où là encore, c'est un... Oui, là, pour la troisième fois, c'était la bonne. Heureusement. Et en tout cas, lui, il a changé d'avocat. Il a un avocat hyper virulent. À côté, la première avocate, c'était une enfant de cœur, pour te dire. Et là, l'audience également, c'est quelque chose de tellement éprouvant qu'il faut y être préparé, et même si tu y es préparé,
c'est terrible. Mais ça reste hyper violent. Moi, j'étais allée, quelques semaines auparavant, j'étais allée dans la même chambre où s'est passée l'audience pour voir un petit peu comment ça se passait. Qui était présent, le déroulé d'une audience, véritablement, pour que je puisse m'imaginer, me projeter. Donc, je m'étais quand même assez préparée. Et ça, vraiment, je recommande de le faire, hein, parce que ça enlève un petit stress, on va dire. Enfin, un gros stress. Donc, j'étais quand même préparée. Et même en étant préparée, je tremblais comme une feuille. Hein. Voilà, rares ont été les moments où j'ai été aussi vulnérable. T'es mis à nu face à toute la cour qui dit devant tout le monde, donc il y a plein de gens, hein, dans cette audience. T'as des gens qui sont là pour du trafic de drogue, des gens qui sont là parce que, enfin voilà, t'as tout un tas de délits finalement qui sont jugés, pas que les agressions sexuelles, et donc tu es appelé à la barre en disant Madame Julie Dussert, qui a été agressée par Monsieur Karl, c'est pas son vrai nom, mais je l'appelle comme ça, qui a été agressée par Monsieur Karl, qui lui a touché les seins, touché le sexe, et je sais plus quoi. Donc tout ça est dit quand même, voilà, c'est devant tout le monde. Tu arrives et on... Balancé sur la place publique, quoi. Voilà. Donc t'es là, tu te sens mal et t'es content que comment dire, tout le public est dos à toi et pas face à toi parce que t'as honte. Et puis après, lui, il est interrogé, il redit les mensonges. Toi, t'es interrogé, t'es malmené aussi, tout autant que lui. Enfin voilà, on m'a quand même posé des questions de pourquoi vous avez pas réagi, pourquoi vous lui avez pas dit non. Voilà. Donc là, tu fais de la pédagogie. Et je crois que je m'y attendais quelque part à ces questions-là, mais j'étais quand même scotchée de me dire, on me la pose vraiment. Dans la vraie vie, c'est des questions qu'on pose aux personnes victimes de violences sexuelles. En fait, voilà, c'est ça. T'es placé au même rang que ton agresseur. Et il te parle comme si toi aussi tu avais été coupable de quelque chose, alors que tu es littéralement la victime. Clair. Tu es ici parce que tu es la victime de ton agresseur. Exact. C'est exactement ça. En fait, dans ce moment-là, tu n'as pas l'impression que c'est un agresseur contre une victime. C'est deux personnes qui sont jugées et on essaye de connaître la vérité. C'est exactement ça. On est jugé au même titre que lui, finalement. Et il y a des... Comment dire ? Je sais plus si en première audience, ils nous l'ont dit, mais c'est une question qui revient souvent, qu'on pose aux agresseurs, que la cour pose aux agresseurs, c'est à votre avis, si vous dites la vérité, monsieur l'agresseur, pourquoi la victime porte plainte contre vous ? Qu'est-ce qu'elle y gagne ? Mais rien que de poser cette question, c'est une question qui devrait être rhétorique, dont on a déjà la réponse, c'est qu'il n'y a aucun avantage à porter plainte. Il n'y a aucun bénéfice à entrer dans une procédure judiciaire. Ça coûte de l'argent, ça fait perdre du temps. T'es pas riche ? Eh ben non, malheureusement. Moi qui voulais être millionnaire, pleine aux as, et partir m'acheter une villa aux Bahamas, eh ben je suis trop dégoûtée, quoi. Putain, moi qui croyais qu'on devenait riche, hein. Bah écoute, je suis désolée de t'annoncer que c'est faux. Bon, je porterai pas plainte alors, hein. Si c'est comme ça, si on devient pas riche, quoi ? Eh ouais, désolée. Dans une réalité parallèle où les femmes sont valorisées autant que les hommes, je pense que tu aurais pu porter plainte et gagner beaucoup d'argent, mais là, c'est mort. Non, mais c'est dommage, putain. Bah ouais, désolée. Et tu vois, mis à part, en plus de toutes ces questions qu'ils posent et qui devraient avoir une réponse évidente, donc à votre avis, pourquoi la victime porte plainte ? Qu'est-ce que c'est que la sidération ? Où là, tu expliques ce que c'est. Les textos de sa femme, là, qui sont lus, les échanges qu'on a où il fait un semi-aveu. Même avec tous ces éléments-là, à la fin de l'audience, donc le délibéré a lieu, et mon agresseur a été relaxé au bénéfice du doute. Alors qu'il n'y a aucun doute, puisqu'il a avoué, en fait, dans tes messages. Exactement. Et là, tu te dis, moi en tout cas, je me suis dit, la justice est en train de m'abandonner, lâchement. Ils n'ont absolument pas écouté ma parole, parce que si ça avait été le cas, il n'aurait jamais été relaxé. Ils n'ont pas pris en compte tous les éléments de l'enquête, et ils les ont interprétés à leur sauce, de peur de condamner un innocent. Et suite à ça, moi je voulais faire appel, en changeant d'avocat. Donc c'est ce que j'ai fait.
j'ai changé d'avocat. J'ai pris une avocate spécialisée dans les droits des femmes. Voilà. Ah ouais, en fait, tu as 10 jours pour faire appel. Donc pendant les 10 jours, le lendemain de l'audience, j'ai tapé avocate droits des femmes Paris. Je suis tombée sur le profil de l'avocate qui est la mienne actuellement. On a pris rendez-vous et c'est elle qui m'a accompagnée pour l'appel. Sauf que l'appel, là aussi, il y a une subtilité dans la justice, c'est que si la procureure de la République qui est présente lors de l'audience ne fait pas appel, tu ne peux, toi, en tant que victime, que faire appel sur ce qu'on appelle les intérêts civils. Donc, c'est-à-dire tous les dommages que cette agression a causés. Donc, c'est-à-dire que la décision de justice relaxée au bénéfice du doute, elle est figée dans le marbre, parce que moi, la procureure n'a pas fait appel. Elle s'est dit, je pense que la procureure qui était de mon côté, elle s'est dit, on va lui épargner une deuxième audience, pour rien, parce que clairement, même si elle fait une deuxième audience en appel, ce sera la même décision, donc on va lui épargner ça, cette pauvre dame. Et moi, j'ai quand même fait appel donc sur les intérêts civils, donc là, il faut constituer un dossier pour prouver que le 1er novembre 2019, même s'il n'y a pas eu d'agression sexuelle reconnue pénalement, il s'est passé quelque chose qui a fait que, ben moi, dans ma vie, il y a plein de choses qui ont changé. Donc je suis suivie par des psys, je suis constipée, j'ai arrêté complètement le stand-up et la comédie, voilà. Donc il faut prouver tout ça et demander. J'ai monté un dossier avec ma nouvelle avocate, justement, où bah, il y a des attestations témoins, même s'il n'y a pas eu de témoins pendant l'agression. Les témoins, ce sont toutes les personnes de mon entourage qui sont témoins de mon changement, qui sont témoins de mon changement d'humeur, de mes états dépressifs, de mon changement de carrière, qui sont témoins de mon changement vestimentaire, c'est-à-dire que je m'habillais complètement en noir pendant des mois, voire des années suite à l'agression. Voilà. Donc des attestations comme ça, des attestations de ma psychologue, des factures pour pouvoir quantifier en termes d'euros le montant des dommages et intérêts auxquels je peux prétendre. Voilà, donc ça encore, c'est des procédures qui sont... Enfin, la constitution d'un dossier, c'est long, c'est éprouvant. En plus, moi, j'ai du mal à mobiliser mon entourage par rapport à ça. Ben voilà, pour les personnes qui ont plutôt cette personnalité-là, c'est aussi éprouvant de demander de l'aide aux autres, de leur faire porter aussi une certaine responsabilité. Voilà. Mais en tout cas, j'ai fait appel, et l'audience en appel a eu lieu très récemment. Elle a eu lieu le 29 janvier Ouais, dernier. c'est tout récent du coup. Voilà, donc c'est vraiment récent. Et bon, là encore, hein, je vais passer les détails de l'audience qui sont exactement les mêmes que la première audience, donc extrêmement éprouvant, où tu es malmené tout autant que ton agresseur, et malgré, encore une fois, tous les éléments qui ont été mis en évidence, tout ce dont j'ai déjà parlé, etc., eh bien, j'ai eu les résultats de l'audience il y a quelques semaines. La Cour a quand même décidé de dire que dans le scénario initial, il y avait des petits jeux de mots à caractère sexuel, donc je devais m'attendre à ce qu'il y ait des attouchements physiques lors de ce, lors de ce casting. Alors que, comme je l'ai dit au début, alors que mon avocate, elle voulait appuyer... alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que dans le code civil, c'est une faute de négligence. C'est-à-dire que lui a négligé la préparation du casting. Il n'a pas pris les précautions nécessaires pour me mettre dans un état où je me sentais bien. Il n'a pas pris les précautions de me dire qu'on allait se toucher physiquement. Voilà. Tout ça, en tout cas, a été balayé d'un revers de la main par la cour qui a dit que non, j'aurais dû m'y attendre. C'était un casting après tout. Et on prévoit pas ce qui se passe dans les castings, c'était une improvisation qui n'avait aucun rapport avec ce dont pourquoi tu étais auditionné ce jour-là en plus. C'est ça qui est terrible quoi. Enfin... Voilà. c'est ça. Et ça me fait penser aussi à... Je sais pas si tu l'as lu, le livre de Lucille Pétavin qui quantifie les violences masculines en termes de coût à la société. Et en France, écoute, je te le conseille, même s'il y a beaucoup de calculs, beaucoup de... voilà, des fois tu comprends pas tous les calculs, mais
Non, mais en tout cas, elle fait souvent des conclusions, et une de ses conclusions sur le coût des violences sexuelles à la société, enfin en tout cas le trou de la sécu, entre autres, mais le coût en termes médical des violences sexuelles, c'est par an, c'est plus de 9 milliards d'euros par an, les violences sexuelles. Voilà, donc, et ça m'étonne pas. Rien que moi, en l'espace de 4 ans, mais je pense que j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros. Bon, la plupart qui ont été remboursés, heureusement, Mais de toute façon, on mais parle voilà. pas assez de Donc l'impact c'est que ça a physiquement sur nous, en fait, les violences sexuelles. Venez vivre dans nos corps, en fait, ne serait-ce qu'une seule journée, vous allez vous rendre compte, quoi. exactement. Vis ma vie. Vis ma vie d'agressé sexuel. Ce serait un concept de télé-réalité, ça. Ah ouais, malheureusement, il y en a plein qui sont encore de l'ancienne école. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as lu, il y a un livre aussi que j'aime beaucoup, c'est le livre noir des violences sexuelles de Muriel Salmona. Il est incroyable, c'est des dizaines d'années de recherche justement sur les conséquences, où elle met en évidence que les violences sexuelles sur le corps d'un être humain, ça a un impact toute la vie. Oui, vraiment, lisez Muriel Salmona si vous la connaissez pas, parce que vous allez apprendre plein Mhm, de choses sur les violences sexuelles. exact. Comment tu vas aujourd'hui, toi, Julie? Aujourd'hui, ça va mieux, on va dire. Euh, j'ai fait la paix avec mon corps, j'ai fait la paix avec ma poitrine, j'ai j'ai moins de problèmes de sommeil, j'ai mes troubles digestifs qui n'ont pas forcément totalement disparu, mais en tout cas qui sont amoindris. Ben, justement, suite à l'audience du 29 janvier dernier, voilà, la constipation s'est arrêtée du jour au lendemain, ça a été incroyable. Mais en tout cas, je vais mieux. Mais ça reste comment dire, une douleur et une cicatrice qui fera toujours mal. Et ça, malheureusement, pour aller bien, il faut essayer de l'accepter, même si c'est vraiment pas évident, hein, ça demande du travail, et je suis pas sûre moi-même de l'accepter à l'heure actuelle, hein. Mais quelque part, j'ai transformé ça en force, dans le sens où, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai un podcast sur les violences sexuelles, et c'est motivant de me dire que la parole que toi tu es en train de me donner, je la donne aussi à d'autres personnes. C'est motivant de continuer de lutter contre les violences sexuelles, parce que mon agresseur n'a absolument pas été puni, si ce n'est que je l'ai fait chier pendant 4 ans lors de procédures judiciaires, mais c'est tout. Moi, ma vie a complètement changé. J'ai pas eu justice, j'ai pas eu de reconnaissance, ni de sa part, ni de la part de l'instance qu'est la justice. Euh, voilà, donc ça me permet de continuer de lutter, et de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire front ensemble avec d'autres personnes victimes. Faut continuer de parler. Moi, c'est vraiment un moteur de parler, d'en parler. À toi pour ton podcast, mais aussi en parler moi à mon entourage. Tu vois, c'est quelque chose sur lequel je veux communiquer, et faire entendre que l'entourage, et même les personnes qui n'ont pas vécu ça, ont elles aussi une responsabilité. Euh, Moi, j'aime bien dire que je parle parfois de ma mère qui parle à ses copines et qui libère aussi la parole de ses copines, parce que ma mère m'a dit: ah non, mais j'en ai parlé à une telle, elle m'a dit que elle aussi, en fait, quand elle était jeune. Ah, mais j'en ai parlé à une telle, et elle m'a dit que ça lui était arrivé aussi. Voilà, donc il y a une certaine forme de libération de la parole, de l'entourage, quand on fait ça. Et il y a aussi, si je peux du coup et si je peux prendre l'exemple de mon père, qui lui est un homme et qui a sans doute des potes qui se moquent un peu du mouvement MeToo, enfin j'en sais rien, hein, je suis pas dans leur partie de cartes, et dans leur repas entre copains et copines avec mes parents, mais bon, peut-être que des fois, il y a peut-être des blagues qui sortent ou des choses comme ça, et j'espère, je sais pas comment ils le vivent ou comment ils réagissent, mais j'espère que mon père, avec ses potes, mecs, ils leur disent: bah ouais, mais en fait, ma fille, elle a vécu ça. Et c'est mal. Et il faudrait pas rire de ça. Et puis voilà, Judith Godrèche, dont on se moque tout le temps à la télé, ma fille, elle a participé à son court-métrage parce qu'elle a vécu ça, parce qu'elle a vécu des violences, et parce que ça pourrait arriver à ta fille, ça pourrait arriver à ta femme, ça pourrait arriver à ta sœur. Voilà. L'entourage est un véritable allié, mais il faut que ces personnes-là en aient conscience et qu'ils le fassent vraiment. Et c'est comme ça que petit à petit, on sème nos graines, et que petit à petit, on fera changer les choses. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter aujourd'hui?
Et ben, c'est un message que oui, en effet, je commence à faire passer. C'est que justement, je le dis aussi dans mon propre podcast, mais je tiens à ce que ce soit un message, comment dire, universel. C'est le de prendre contact à toutes les personnes victimes de violences sexuelles, prendre contact avec d'autres personnes victimes. Comme là, tu vois, moi je t'ai rencontré, enfin j'ai rencontré ton podcast parce que j'ai fait plein de recherches et parce que j'ai une soif de rencontrer d'autres personnes, d'autres vécus, parce que ça fait du bien. C'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à l'évolution technologique, c'est quelque chose qui maintenant est à notre portée. Et même pour les personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux, même sur Internet, les associations, voilà, tout ce tissu associatif, tout ce tissu de ce réseau de personnes agressées et violées, ben, il faut s'en saisir, le valoriser et ne pas avoir honte et créer cette sororité entre nous et, et aussi avec les hommes qui ont été victimes de violences sexuelles, parce qu'il y a aussi des hommes, mais bon, malheureusement, c'est quand même assez systémique et la plupart des victimes sont des femmes, mais c'est pour ça que j'emploie le mot sororité, mais toutes les personnes victimes de violences sexuelles doivent faire front ensemble, et comme tu le disais aussi, il n'y a pas d'autres personnes, les personnes qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. Il n'y a personne qui te comprendra mieux que quelqu'un qui l'a vécu. Donc il faut vraiment se rapprocher de ces personnes-là et ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur, au moral, ça fait du bien au corps, ça fait du bien partout. Donc voilà. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que moi j'ai vu une vraie évolution chez moi entre le moment où j'ai lancé Ouais, après le vide ok. et le moment, enfin par rapport à avant en fait, où Mhm. j'étais esseulée, où je me sentais pas comprise. Et maintenant en fait, franchement je vois que j'évolue, mais parce que je me sens comprise aussi par d'autres personnes et que j'échange avec beaucoup d'autres victimes et c'est trop Ouais, précieux en fait. c'est clair. Ouais, c'est d'un point de vue de la réparation. Ouais. Merci beaucoup Julie pour cet échange. Ben, merci à toi. Merci encore infiniment de faire ça, de donner la parole aux autres personnes qui ont été victimes. C'est Ben, écoute, en étant du côté de, comment dire, de la témoignante aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça fait vraiment du bien, quoi. Donc bravo, c'est trop bien. Encore un grand merci à toi Julie. T'es pas toute seule et on te croit. Et pour toutes celles qui auraient envie d'aller écouter le podcast de Julie, toutes les infos seront en barre d'infos justement de l'épisode. À bientôt. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.